Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas fait de point lecture. Alors j'ai énormément de bouquins à rattraper, j'espère que ça va pas être trop long. Je vais essayer d'aller plus vite sur les romans qui sont des tomes 2 ou des tomes 3 et vous dire juste globalement si j'ai bien aimé ou pas. Et on va commencer tout de suite du coup. En juin 2024, j'ai lu le tome 2 du Faiseur de rêves, donc La Muse des cauchemars. C'est un roman que je vais pas détailler de trop justement, c'est un tome 2 et c'est extrêmement complexe. En fait, c'est un univers qu'on peut vraiment pas soupçonner au début. On est sur un truc assez lent au tout début du tome 1. Pour rappel, Le Faiseur de rêves, c'était une histoire qui démarre un tout petit peu lentement, mais qui très vite décolle et qui devient vraiment dingue. Et ça raconte l'histoire d'un garçon qui est orphelin, qui a été déposé, en tout cas, on sait pas si ses parents sont décédés, mais très probablement parce qu'il y avait eu une guerre, et donc il avait été recueilli par, il me semble, un monastère. Mais à un moment donné, donc, il a dû amener des bouquins à une bibliothèque parce que c'était la seule personne disponible. Et au final, il n'est jamais parti de cette bibliothèque et il s'est mis à vivre parmi plutôt les chercheurs et les assistants, quoi. Et lui, il s'est passionné d'une légende sur une ville qui aurait existé, qui s'appelait Désolation. Alors, tout le monde pense que cette ville n'a pas existé, mais lui, il se souvient avoir rencontré quelqu'un au monastère qui lui avait parlé de cette ville et qui lui avait donné le vrai nom de cette ville. Et un beau jour, il s'est rendu compte que ce nom avait disparu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à s'en souvenir, il avait beau se creuser la tête, il n'arrivait pas à s'en souvenir, et en allant voir la personne qui lui avait parlé de cette ville, il se rend compte que cette personne non plus n'arrive pas à se souvenir du vrai nom de cette ville. Quand il veut donner le nom de la ville, il donne le nom de Désolation. Donc pour lui, c'est un énorme mystère, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, le nom de la ville a été effacé, et donc il est passionné par cette ville, il va faire des recherches, etc. Et un beau jour, débarque un convoi avec le dirigeant de cette ville, et tous ces guerriers, ces fameux guerriers avec leurs armes typiques de là-bas, etc. Et il découvre que non seulement la ville existe, mais qu'en plus de ça, le dirigeant de cette ville a besoin d'aide. Il a besoin que les meilleurs chercheurs de ce côté-là du monde lui viennent en aide pour un problème qu'il ne va pas donner. Donc ça, c'est le tome 1. Et c'est compliqué de donner des précisions sans spoiler parce qu'en fait, une telle grosse partie du premier tome est concentrée sur le début de cette aventure où on sait pas du tout ce qui va se passer, on sait pas du tout quelle va être la véritable aventure du personnage et la véritable aventure en fait de tous les personnages qui vont rejoindre ce convoi. Je peux rien dire sans spoiler. Donc tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'était génial. Je l'avais dit déjà pour le tome 1 et le tome 2, bah c'est juste la suite. En fait, dès le début du tome 2, on a des informations dès les premières pages du tome 2, on a des informations qu'on attendait désespérément de connaître dans ce tome 1. On a tout d'un coup des révélations en fait, enfin très très vite. Donc ça démarre beaucoup moins lentement que le tome 1 et par contre ça va beaucoup plus loin. Il y a certaines personnes vont trouver que c'est tiré par les cheveux ou que ça part en sucette ou quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Je recommande sans problème cette série et je suis bien contente d'avoir suivi les coups de cœur multiples dont j'ai entendu parler pour décider de l'acheter. Le roman suivant que j'ai lu, c'est L'Engrange-Temps. Je vais mettre la couverture ici parce que je l'ai lu sur liseuse. Je crois que je l'ai lu sur ma Ellipsa 2E, donc avec un assez grand écran, c'était sympa. J'ai lu ce roman il y a un certain temps et je vais essayer de pas trop en parler parce que j'ai pas aimé et je sais pas, j'ai pas envie de trop le critiquer, voilà. Donc je vais essayer de rester sobre dans ma description. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu son père, je crois 1 an plus tôt. Il s'avère que les horloges peuvent être enchantées par une espèce de magie du sang, on va dire. Elles peuvent donc parler et avoir une personnalité. Ça, c'est un type d'horloge. Et je crois que ça s'appelle les horloges prodigieuses de manière générale. Et dans ces horloges prodigieuses, on a entre autres ces horloges qui ont une personnalité et qui parlent, mais il y a d'autres types d'horloges qui sont plus dangereuses à utiliser et qui sont, je crois, interdites, il me semble. Bon. Mais globalement, donc l'idée est sympa, pourquoi pas, mais j'ai trouvé, bon, c'est très très jeunesse. Je pense que ça fait partie des choses qui font que j'ai pas aimé, parce que j'ai vraiment du mal quand c'est trop jeunesse, et que du coup c'est trop, je dirais, naïf, pas assez complexe, pas assez détaillé, et trop facile. L'écriture était un petit peu enfantine aussi, donc j'avais du mal à accrocher. Mais en plus de ça, il y avait des choses qui étaient pas logiques dans ce que faisaient les personnages. Alors du coup, je sais que j'avais un Google Docs là-dessus. En fait, j'avais effectivement cette fiche de lecture
que j'ai complètement oublié. En fait, j'ai commencé à noter, et vu que je savais que mes points lecture risquaient d'être un peu espacés, j'ai noté des détails sur les romans. Génial, ça fait partie de ces romans avec une intrigue tellement compacte, tant de personnages, de rebondissements et de surprises, qu'à la fin on en ressort épuisé et la tête pleine. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était avec le tome 4 de La Passe Miroir. En fait, j'ai essayé d'écrire au fur et à mesure mes ressentis, pour pouvoir retenir un petit peu, d'ailleurs, toutes ces choses, vous voyez que j'ai oublié complètement, 1 million de périphrases pour désigner les personnages dès le premier chapitre. Un univers qui tourne uniquement autour des horloges alors qu'elles ont été interdites et que ce monde ne devrait pas se résumer à ça. Oui, alors, c'est la guerre, je crois, comment ils appelaient ça, la guerre des rouages, il y a en fait, tout l'univers et tout le vocabulaire qui est utilisé dans ce roman est tourné autour des horloges. Je trouvais ça pas très réaliste que, à la moindre phrase du roman, ça parle d'horloge tout le temps, quoi. Donc, sinon, à un moment, Sophie dit qu'écraser une mouche changerait le futur considérablement. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Elle arrive 40 ans plus tôt et elle donne des pièces à une mendiante. C'est la première chose qu'elle fait. Juste après avoir dit écraser une mouche pourrait avoir des impacts considérables, elle donne des pièces à une mendiante. Et je me suis dit, ça va avoir un énorme impact sur la suite. C'est pas possible autrement, en fait. Et c'est pas discret d'ailleurs, parce que du coup, elle avait prévenu qu'il y aurait un impact important pour un rien, et elle le fait juste après. Mais bon, on sait déjà qu'il va y avoir un impact sur le fait qu'elle a donné de l'argent à une mendiante. Parce que pour moi, ça semblait évident. Parce que écraser une mouche, c'est pas, enfin, désolé, hein, mais c'est quand même moins impactant que de donner de l'argent à une mendiante. Mais bon, non, en fait, ça n'a pas eu d'impact, donc c'était juste une incohérence bizarre et vraiment super évidente, quoi. J'ai des problèmes avec les décisions de l'héroïne qui est assez impulsive, mais enfin vraiment ça sort de nulle part. Elle a pris une décision à un moment donné que je vais pas donner parce que j'ai pas envie de spoiler, puis de toute façon vous allez pas forcément comprendre. C'est pas décrit de manière très intelligente, c'est pas forcément logique et sensé, et elle prend cette décision et c'est pas expliqué plus que ça. Je dirais que j'ai hésité à l'arrêter à plusieurs reprises, mais je l'avais acheté. J'avais vraiment pas envie de jeter l'argent à la poubelle, donc j'ai décidé de le lire. Mais clairement, je lirai pas le tome 2, ça c'est sûr. Ensuite, un livre qui est pas dans la liste, parce que je l'ai abandonné. C'est un livre auto-édité que j'ai tenté de lire sur Nextory. Donc ça s'appelle Maudit, de Marine Kelada. J'ai découvert que sur Nextory, on pouvait lire des auto-édités. Donc ça, j'étais vraiment surprise parce que je pensais que c'était un abonnement pour uniquement des romans sortis de maison d'édition. Mais Marine Kelada, j'ai regardé sur internet, si je me trompe pas, c'est bien une auto-éditée. C'est pas le problème, hein, elle écrit tout à fait bien. Moi, ce que je critique, c'était chapitre trop court pour trop peu d'action, mais ambiance flippante réussie. Donc j'avais quand même trouvé qu'elle avait réussi à créer une espèce de tension. C'était une histoire écossaise avec donc une jeune fille qui était invitée à une espèce de fête de famille très très grande. En fait, c'était tout un clan écossais qui était invité, et en fait, ce clan s'est tellement développé que il y a des branches de la famille partout dans le monde, et donc c'est très rare de se faire inviter. Et là, c'est cette famille qui s'est fait inviter, et donc cette jeune fille va s'y rendre. Je sais plus si elle est seule ou avec ses parents, mais je crois qu'elle est toute seule. Et puis il va y avoir une histoire bizarre avec un homme qui est pas vraiment un homme, mais plutôt un fantôme qui erre par là et qui noie des jeunes filles ou je sais pas quoi. Je crois que c'est un peu une histoire de réincarnation parce que du coup, on a en fait en parallèle une autre histoire qui se passe dans le temps au sein de clans qui sont un peu en guerre, et on a donc une autre fille qui s'appelle comme l'héroïne, Marian, je crois. On a 2 Marian sur 2 temporalités différentes, et je pense qu'il s'agit d'une histoire de réincarnation, mais ça, je le voyais venir en fait, mais c'était tellement lent. Je sais pas comment le dire. Je pense que ça peut plaire à des gens, mais moi je suis pas très roman historique. Et là, c'était très très historique en fait. Donc c'était plus une ambiance historique réaliste finalement que du surnaturel, alors que moi je cherchais plus du surnaturel. Donc pour ceux qui aiment les romans historiques et qui veulent une petite touche de surnaturel en amont, bah franchement ça peut vous plaire. Mais sinon je sais pas, perso j'ai pas apprécié plus que ça, donc j'ai préféré arrêter. Ensuite, j'ai lu Hadès et Perséphone, et je vais vous lire ce que j'ai noté. Exactement le même pattern que dans Frost, de C.N. Crawford, avec une héroïne qui est une fae, et sa meilleure amie, qui est obsédée par les fae, mais avec les dieux. On est dans une situation où Perséphone est une déesse, mais elle le cache, donc elle a une espèce de charme sur elle pour qu'on ne remarque pas, je sais pas, qu'elle a les yeux qui brillent un peu plus, et qu'elle a la peau, un teint de peau extraordinaire, parce que apparemment les autres dieux n'ont pas été mis au courant du fait qu'elle est une déesse. On sait juste qu'il existe une déesse qui s'appelle Perséphone, mais sa mère n'a pas voulu révéler qui elle était. Donc c'est en fait en gros une histoire, de ce que je me souviens, c'est une histoire qui aurait pu être une romance contemporaine. On enlève toute la partie surnaturelle, c'est une romance.
Voilà, c'est tout. C'est une romance avec un gérant de boîte de nuit, elle tombe dessus, il l'a fait parier quelque chose. Et alors bon, ok, comme c'est en l'occurrence un dieu, bah du coup son pari a une espèce d'importance, c'est-à-dire qu'elle peut plus vraiment s'en défaire. Même si j'étais pas vraiment d'accord avec le fait qu'elle avait parié quoi que ce soit, je trouvais que elle avait juste parlé, mais elle s'était pas engagée quoi. Donc je trouvais que c'était un peu fort le coup de qu'elle passe par là, qu'elle discute avec cette personne sans même savoir qui elle est, et que juste parce qu'elle a prononcé quelques phrases, finalement elle est liée au dieu des enfers, elle lui donne faveur ou je sais plus. Perséphone n'a pas de pouvoir, donc sa mère doit lui appliquer son charme pour qu'elle puisse ne pas ressembler donc à une déesse, sauf que c'est dit que elle est dépourvue de magie, mais finalement elle applique le charme elle-même juste après. Donc bref, il y a des trucs vraiment bizarres. L'enfer pourrait être considéré comme le paradis, comme un endroit où je sais pas, où on expie ses péchés, mais c'est même pas ça en fait. C'est juste des gens qui vivent dans des espèces de villages localisés dans les enfers un peu partout. Et du coup, euh, voilà, ils vont au marché, ils font leurs courses et ils font la fête. Moi, les romances contemporaines, j'ai un petit peu du mal. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé encore de temps en temps pour me changer les idées, pour changer aussi de genre, etc. Et parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment très bonnes. Mais du coup, celle-là, je dis celle-là, c'est pas une romance contemporaine, mais ça a un effet de romance, parce que du coup, elle a une mission, elle doit créer de la vie dans les enfers, et c'est quelque chose dont on n'entend pas vraiment parler pendant le bouquin. Une fois de temps en temps, elle plante des fleurs, hein, sauf que elle sait pas les faire pousser, et ça dure tout le bouquin, en fait. Enfin, une fois de temps en temps, elle y va, et c'est juste une excuse pour qu'elle passe par là, pour qu'elle passe par les enfers, et qu'il lui arrive un autre truc, quoi. Ou qu'elle rencontre quelqu'un, ou qu'elle rencontre Hadès. Donc bref, j'étais pas fan. Ensuite, j'ai lu Campus Drivers 3, et c'est génial. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, j'ai adoré les deux, et le 3 est tout aussi bien que les deux autres. C'est un autre couple, c'est une mécanicienne qui vient d'un autre état, et le garçon le plus dragueur de toute la team. Il lutte, en fait, pour rester le mec dragueur qui a pas de copine, parce qu'à chaque fois, il regarde les autres, et il est en mode oh là là, les couples, Burke, ça me dégoûte et tout. Le dragueur qui a certainement pas envie de se mettre en couple. Et la mécano badass, qui a un passé particulier, elle va du coup postuler chez les Campus Drivers. Et pour lui, les Campus Drivers, c'est que des mecs, on peut pas avoir de filles chez les Campus Drivers. Et puis finalement, les autres vont l'embêter pour que il lui fasse passer un test, etc. Il se rend compte qu'elle gère plutôt bien. Ça va démarrer leur relation. Eux, ils vont finir leur dernière année et bon, ils vont partir. Et donc, il va y avoir des petits nouveaux, quoi. Et donc, je crois qu'il y a peut-être un ou deux autres tomes, voire plus, sur justement des spin-offs. Je sais pas si je les lirai. Peut-être qu'à un moment donné, je serais désespérée d'une bonne romance contemporaine et j'irai chercher l'un de ceux-là. Mais sinon, il faut aussi que ce soit sur Nextory, parce que je les ai tous lus sur Nextory. Donc, je vous recommande, si vous avez Nextory. Enfin, s'ils sont pas partis, je sais pas si Nextory modifie son catalogue, mais en tout cas, ils étaient sur Nextory quand je les ai lus. Ensuite, j'ai lu Les Épreuves de la Reine Soleil. Ça fait partie des romans que j'ai lus, que j'ai achetés, je veux dire, avec Langrange-Temps, je crois, et d'autres romans. J'ai pas trop aimé non plus. Je lirai pas le tome suivant, hein, bien sûr, puisque ça ne me plaît pas vraiment. Problème de virgule, antipathie exagérée des candidates pour l'héroïne. Oui, parce qu'on a donc du coup des épreuves. Hein. Donc c'est une héroïne qui se fait enlever d'une prison et elle se retrouve dans un palais, dans un beau lit, avec une servante qui a pas l'air de comprendre pourquoi elle tombe des nues. Et puis du coup, elle va devoir passer des épreuves pour se marier avec le roi. Donc pour vous dire ce que j'ai ressenti, antipathie exagérée des candidates pour l'héroïne, surtout pour celles qui parlent de mourir pour faire en sorte qu'elles ne deviennent pas reines. C'est un peu comme dans Frost. J'arrête pas de comparer avec Frost aujourd'hui, mais bon, c'est vrai. Dans Frost, c'était aussi des épreuves avec la faille, la demi-faille ou je sais pas quoi, qui devait passer des épreuves contre des complètes failles supérieures et tout, avec des pouvoirs. Et donc elle se mettait vraiment en danger. Et surtout, elle était détestée de tous. Et là, c'est pareil, elle est détestée de tous parce que elle viendrait, d'après la rumeur et d'après les mensonges que véhiculent les personnes autour d'elle, d'un quartier pauvre de ce pays. Il faut savoir qu'elle a été enlevée de la prison d'un pays ennemi. Ils l'ont fait passer pour une fille pauvre d'un quartier de leur pays à eux. Et donc, elle a plein de filles autour d'elle qui la détestent, pour zéro raison, on va dire, à part qu'elle est pauvre. Et il y en a une qui la déteste tellement qu'à un moment donné, elle lui dit « Je m'assurerai que tu ne deviennes pas la reine soleil, même si c'est la dernière chose que je dois faire dans ma vie. »
La meuf, elle a tout pour elle. Elle est riche. Je crois que c'est juste des filles qui ont appris à combattre depuis le plus jeune âge et tout. Donc, elle savait qu'elles allaient participer aux épreuves et tout, alors qu'elle, elle est pas du tout préparée, l'héroïne. Mais du coup, cette fille lui dit ça. Alors que elle est loin devant, quoi. À quel moment tu acceptes de mourir juste pour empêcher la fille modeste qu'on a inclus dans les épreuves, juste pour faire genre, il y a quitté, de devenir reine. Beaucoup de ressemblances avec la série La Sélection. Aucun feeling avec Atlas pour le moment, ni avec Gabriel. Atlas, c'est le roi. Et clairement, aucun feeling romantique, donc c'est censé être une romance. On voit que c'est censé être avec Atlas. Mais bon, ça sent un petit peu le coup à Cotard, ou ce genre de roman où en fait le protagoniste n'est pas forcément le bon. On sent qu'il va y avoir autre chose derrière, mais clairement dans le premier tome, il n'y a rien. Et La Sélection, je l'ai comparé avec ça parce que c'était vraiment le feeling de la fille pauvre qui arrive et qui devient une princesse juste le temps des épreuves. Mais sauf que là, c'est des épreuves vraiment mortelles. En fait, c'est le genre de roman que je n'aime pas. Je me rends compte que je n'aime pas parce que je me rends compte que c'est un type de roman qui existe de plus en plus. C'est le roman de la fille qui débarque parmi les riches et qui tout d'un coup se met à vivre comme eux et à profiter de l'opulence. Et ça me fait ni chaud ni froid en fait. J'ai l'impression que ça fait plaisir à certains et certaines de lire ça, de lire des histoires où les personnages très très pauvres tout d'un coup profitent de l'opulence et profitent des belles robes et des ci et des ça. Et je sais pas. Si c'est juste pour ça, non. S'il y a quelque chose derrière, un vrai enjeu, pourquoi pas. Mais là, tout seul, non. Pendant très longtemps, on comprend rien de pourquoi l'héroïne est dans le palais. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, il y a eu une révélation à la toute fin. J'arrive plus à savoir ce que c'est. J'ai carrément oublié le truc le plus important de l'histoire, le truc qui me permettrait de lire le tome 2 si je voulais, mais j'ai pas envie de lire le tome 2. Donc. Il y a une tradition qui dit qu'on enlève une fille, je crois, au pays ennemi pour participer aux épreuves de la Reine Soleil. Donc, le roi Aurore, c'est le roi du pays de l'héroïne, là où elle était emprisonnée. C'était à cause de lui qu'elle a été emprisonnée. Elle était emprisonnée avec son frère et sa sœur. Et en fait, le roi n'a pas l'air de se douter qu'elle a été enlevée par la cour du roi Soleil. Et donc je disais, j'ai cru comprendre que l'héroïne connaissait son propre secret, aberrant que le lecteur n'ait su ce qu'elle savait qu'à la fin ou presque, et encore, on le devine surtout. Donc ouais, alors ok, j'avais oublié ça. Vous voyez que c'était ce que j'avais oublié. Effectivement, elle savait ce qu'on découvre à la fin. D'habitude, le personnage découvre le truc en même temps que le lecteur. Elle nous a menés en bateau en fait, parce que depuis le début, elle est là en train de se poser des questions sur un peu tout et n'importe quoi, mais elle sait très bien le plus important. Donc après, il y avait des phrases que j'ai soulignées, parce que en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de problèmes dans ce roman. Des draps qui devraient être blancs en sortant de l'usine recouvrent les matelas sur lesquels est posé un oreiller gris. Les matelas, un oreiller. Si tu lui fais « je te tue », menace Tristan. Il manque un mot, bon ok. Il y a des trucs que je visualise pas, des phrases qui n'ont pas vraiment de sens. Il manque des virgules, des grosses virgules du genre « Gabriel un charmeur ?» point d'interrogation. Gabriel, virgule, un charmeur. Au moins, je ne suis pas ici en tant que simple bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est une personne qui prend la responsabilité pour quelque chose qu'il n'a pas commis. On choisit cette personne et on dit ok, c'est cette personne qui va prendre la responsabilité pour ce qui s'est passé alors qu'en fait c'était pas elle. C'est ça un bouc émissaire. Il y a plein de problèmes dans ce livre. Il me soulage immédiatement, leur effet est instantané. Les deux phrases sont identiques. Faut choisir l'une des deux parce que grâce au shampoing que Mag insiste pour que je l'utilise. Plusieurs fois le mot portait au lieu de portrait. Donc, il me manque un R à plusieurs reprises. Alors là, il y en a une bonne aussi. Apricia. Donc, Apricia, je crois que c'est celle qui voulait mourir pour l'empêcher d'être reine ou un truc comme ça. Apricia lève un sourcil comme si elle était déjà la reine. Jamais je n'ai eu plus envie de gifler quelqu'un de toute ma vie. Et moi, j'écris, même pas quand Jade lui a volé son savon dans le premier chapitre. Parce qu'il faut savoir qu'elle a quand même risqué des trucs de dingue pour pouvoir se venger de Jade qui avait volé son savon ou je sais plus, enfin bref. Et là, Apricia lève juste un sourcil et elle a jamais voulu gifler quelqu'un plus que ça de toute sa vie. C'est un lever de sourcil qui l'emporte, je dis, sur n'importe quel autre moment humiliant dans la prison à Nostraza. Bref, j'ai pas aimé ce roman, je le recommande pas, parce qu'il se passe rien. Maintenant, si vous êtes du genre à bien aimer les tomes 1 où il se passe rien, mais au tome 2 ça commence, moi, perso, non, moi j'aime bien quand ça commence direct, parce que j'aime pas perdre mon temps à lire une espèce de truc introductif où il y a vraiment aucune info utile à l'intérieur, juste à la fin en révélation, et après on engrange sur enfin la vraie action de l'histoire. Et encore, c'est pas dit parce que je sais pas ce qui se passe dans le tome 2. J'ai ensuite lu Alex Craft, tome 1, Nécromancienne, de Kalaina Price, aux éditions Infinity. Ce roman-là, pour le coup, je l'ai bien aimé, donc enfin un que j'ai bien aimé. Il y avait pas mal de confusion, pas assez simple, imparfait, mais vous voyez que
Quand le bouquin, pour moi, il est bon, je fais abstraction quand même des erreurs comme ça, mais les confusions passé simple imparfait, je suis désolée, ça devrait pas exister dans un bouquin édité par une maison d'édition. L'histoire est prenante, ne souffre aucune lenteur, quelques répétitions que ce soit au niveau des soupirs poussés ou réprimés par l'héroïne, parfois d'un paragraphe à l'autre. Oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment plusieurs trucs comme ça, mais c'était pour l'ambiance un peu. L'héroïne était très expressive, donc il y avait beaucoup de trucs comme ça. Les jurons en italique, le merde, le et merde, et les phrases en italique du style ça c'est carrément bizarre. Il y avait beaucoup de ce genre de phrases et parfois c'était vraiment répétitif. Donc ouais, j'étais vraiment fan du bouquin, j'avais envie tous les jours de continuer la lecture, je l'ai terminé, mais il y a un triangle amoureux qui commence à se dessiner et donc je sais pas si je lirai le tome 2. Je n'aime pas les triangles amoureux, donc je sais pas si je lirai. Franchement, j'avais complètement oublié cette histoire de triangle amoureux, hein, ça fait trop longtemps que je l'ai lu, et je m'étais dit, tiens, celui-là, je lirais bien le tome 2, quoi, à un moment donné. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié le triangle amoureux. C'est un livre que je recommande vraiment, mais alors attention, quand je dis, voilà, c'est action non-stop, c'est-à-dire que c'est le genre de bouquin, ça me fait penser un petit peu à Kate Daniels, je sais pas si vous connaissez, de Ilona Andrews. C'est vraiment le genre de bouquin que j'aime bien et que j'essaye d'écrire. Je sais pas si j'ai réussi à écrire ce genre de bouquin, mais en gros avec des actions tout le temps, des rebondissements éventuellement tout le temps, mais au moins on est tout le temps en train de bouger et c'est pas non plus fatigant quoi. De temps en temps des petites pauses, mais c'est pas des pauses trop longues. On n'a pas de lenteur, on n'a pas d'introduction longue du roman. Ça part direct et on est tout de suite pris dans l'histoire, malgré le fait qu'il y a un univers, qu'il y a des choses à découvrir, qu'on ne sait pas comment fonctionne la magie, les pouvoirs de l'héroïne, etc. Ça reste que c'est super dynamique. Et moi, c'est vraiment les bouquins que j'aime. Donc d'ailleurs, si vous en avez à me suggérer, je suis vraiment preneuse parce que, comment dire, j'ai lu ça ensuite. La passeuse de mots. Le tome 1, belle brique. Les tomes 2 et 3 sont aussi assez gros. Et j'ai demandé ça pour mon anniversaire l'année dernière à mon mari. Et il m'avait acheté que des sagas terminées. Et j'étais persuadée que la passeuse de mots s'était terminée parce que ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Et je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était terminé. Je pensais qu'il y avait 3 tomes et que c'était fini. Mais peu de temps après les avoir reçus, j'ai découvert que le 4e tome sortait. Je crois que c'est censé atteindre les 7 tomes ou quelque chose comme ça. Donc c'est hors de question que je lise le tome 2 et la suite. Je pense que c'est une très belle édition, malheureusement, même si le livre s'abîme assez facilement et se corne assez vite. C'est de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Et en fait, je pense que je vais essayer de les revendre tous les 3 ensemble, sans avoir lu le tome 2 et le tome 3, parce que c'est pas pour moi. C'est très bien écrit, mais vraiment très bien écrit. C'est bourré d'expressions françaises typiques, parce que c'est donc pas traduit, hein, c'est du français. C'est un roman français. C'est dans un français complexe, avec un vocabulaire vraiment riche. J'ai rien à dire sur l'écriture. Éventuellement, il manquait quelques virgules encore une fois, mais les virgules, j'ai l'impression que de nos jours, on en met moins qu'avant. Je sais pas trop pourquoi. Il y a des virgules qui sautent de plus en plus. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des phrases qui n'auraient pas de sens si on les regardait toutes seules. Si on donnait un exercice à un enfant de primaire avec ces phrases, il mettrait la virgule là où il faut qu'elle soit mise. Mais dans un bouquin, bizarrement, on s'habitue à les faire sauter, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, donc il manquait encore des virgules, mais en dehors de ça, l'écriture était géniale, mais c'était très jeunesse. Et du coup, pareil, ça m'a pas plu pour cette raison-là, parce que c'est très naïf, malgré le fait qu'on arrive dans des univers parfois un peu sanglants. Globalement, au niveau du scénario, c'est découpé en épisodes, découpé par péripéties. Je sais pas comment dire, parce que vous allez me dire, ouais, c'est pareil dans tous les romans, mais c'est pas exactement ça. C'est une quête. L'héroïne est dans un monde où la magie est interdite par un traité, en tout cas dans un pays où la magie est interdite par un traité, et le jour d'une cérémonie pour rafraîchir les pouvoirs du traité qui permettent d'empêcher la magie d'être pratiquée, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien ça se passe mal, ça se finit très mal, et l'héroïne doit fuir et découvrir qu'elle est en fait la future passeuse de mots, enfin elle est la passeuse de mots, la nouvelle passeuse de mots. Les passeurs de mots sont des personnes qui vont collectionner les mots, c'est-à-dire les pouvoirs en fait, pour défendre une cause et se battre et protéger le peuple, je suppose. Et en gros, à un moment donné, donc ils vont passer le flambeau. Et elle se retrouve à récupérer ce flambeau et elle doit donc partir en quête de mots. Et elle a une carte avec des mots dessus et tout, et puis elle a une personne qui va l'accompagner, qui est un personnage exécrable au départ, qui l'est à peine moins après. Il est pas forcément toujours sensé dans sa façon de communiquer avec elle et sa façon de la
considérée. J'ai eu du mal avec ce personnage. Et après, donc, elle va voyager au fur et à mesure et rencontrer d'autres personnages, qu'elle va tout de suite apprécier. Et au final, elle va se créer une espèce de petite team comme ça. La fameuse Found Family, là, comme on dit en anglais. Et ce tome 1, ce n'est que ça. Ce tome 1, ce n'est que des aventures qui n'ont pour but que de faire grandir le groupe, même si honnêtement le groupe est pas bien gros à la fin, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, elle trouve quelques mots, oui, voilà, bon, mais c'est très très lent. Et je crois que c'est tout aussi lent dans les tomes suivants. J'ai regardé les commentaires et j'ai pas été convaincue, honnêtement. Si jamais vous pensez que je me fourvoie et que à partir du tome 2, ça change complètement et ça vaut le coup de le lire, bah écoutez, je l'ai le bouquin, donc tant que je l'aurais pas revendu, je peux tout à fait décider de lui donner sa chance. Mais l'écriture, en fait, est tellement lente et tellement dans le détail des sentiments des personnages. Et puis, il y a un truc qui m'a gênée aussi, c'est que l'héroïne, il y a des moments vraiment, on dirait qu'elle se prend pas pour de la merde, parce que, je sais pas comment expliquer. Elle est personne au départ, elle est fille de pâtissière, elle fait des gâteaux et tout, et puis à un moment donné, elle voyage en forêt avec ce gars, et puis ils discutent vite fait de qui elle est censée être, mais à peine, enfin même pas en fait, ils discutent à peine de ça. Elle comprend vaguement ce qu'elle est censée être, mais elle n'en sait rien. Elle ne sait pas du tout ce qui l'attend, elle ne sait pas du tout ce qu'elle va devoir affronter, et à quel point ses pouvoirs vont lui permettre de sauver qui que ce soit. Elle ne sait rien, donc de base elle est censée être plutôt modeste. Et puis à un moment donné, elle fait une réflexion que j'ai trouvée ridicule, parce qu'elle a les yeux violets, hein, et à un moment donné, elle fait une réflexion sur elle en parlant d'elle à la troisième personne, en disant la jeune fille aux yeux d'améthyste, ou un truc comme ça. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai lu ça, j'étais en mode oh là là, genre tu parles de toi-même en disant la fille aux yeux d'améthyste et tout, enfin genre je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc j'ai lu ça en me disant ouais, je suis vraiment sur du jeunesse là et il y a des trucs qui sont pas cohérents, et donc je lirai pas la suite pour cette raison. J'avais noté exposition très évidente à voir une fois que les choses sont sues du lecteur. Début un peu lent, mais l'élément perturbateur est enfin arrivé, et même si je ne peux pas lire la suite, c'était un livre papier donc j'avais du mal à lire le soir, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, au début c'était prenant parce qu'on avait l'élément perturbateur. Mais ensuite, j'avais vraiment du mal à lire, hein. J'ai mon bébé avec moi maintenant, donc je vais galérer un peu plus. Ensuite, j'ai lu Mythos Academy, tome 1, Le souffle du givre, de Jennifer Estep, aux éditions Alter Real. Un peu trop ressemblante au pouvoir de la passe-miroir à mon goût sur ce début, où j'ai eu une vague explication de ce que font les oracles. Roman très prenant pour l'instant, sans lenteur, mais s'il est très prévisible qu'elle est quelque chose, je vais pas vous donner le spoil. J'avais deviné la grosse révélation de départ, en gros l'espèce d'enquête qui a lieu, puisque une jeune fille est retrouvée morte dans l'académie, et elle peut toucher les objets, et elle peut voir le passé de ces objets, je suppose, un truc comme ça, et peut-être ressentir les émotions des personnes qui l'ont touché. Je suis pas sûre, je me souviens plus, mais c'était vraiment très ressemblant au pouvoir de la passe-miroir. Globalement, je vais pas en parler beaucoup de ce bouquin, parce que j'en ai un bon souvenir au niveau du feeling de la lecture. C'était agréable à lire, même si c'était un peu il y avait des coquilles et des trucs comme ça, mais globalement c'était sympa à lire. Après voilà, je m'en souviens pas, ça m'a pas marqué. Je ne lirai pas le tome 2 bien sûr. Ensuite, j'ai lu Absolu tome 2 et plus récemment Absolu tome 3, donc Les Effacés et Les Éveillés. Si vous avez vu mon point lecture sur le tome 1, vous savez déjà ce que j'en pense et ce que ça raconte. Donc c'était l'histoire dans le futur de personnages en Pologne, en ancienne Pologne, enfin nouvellement nommée Érite, qui vont faire partie des mobilisés pour aller dans la zone qui est Varsovie entourée de murs, et dans laquelle se trouve une créature qui s'appelle la Chose, qui en fait est une intelligence artificielle dans une machine très dangereuse qui a massacré des gens, et ils doivent la tuer, et ils y vont avec les moyens du bord. Ils ont été mobilisés puisqu'ils étaient les meilleurs éléments, etc., etc. Ils sont envoyés là-bas, et ils se retrouvent dans une espèce de guerre de clans, entre guillemets, où en fait, soit il y a les errants, soit il y a des clans qui se sont formés de mobilisés, des mobilisés qui sont là depuis des années, et qui n'ont pas réussi leur mission, puisque la Chose existe encore, la Chose est encore en train de tuer régulièrement des gens, et eux, ils sont terrés dans les différents endroits de cette zone de Varsovie, quoi. Il y a des conflits entre les clans, et tout un tas de choses qui se passent.
Donc c'est très, j'ai envie de dire politique, mais ça l'est encore plus après puisque ils vont se retrouver donc en pleine dystopie, on va dire, en étant dans l'univers d'Eryth dans le tome 2 et le tome 3. On va avoir une dystopie avec des pouvoirs magiques puisque dans la zone, il y a des mutations qui se développent et qui font que des personnages se retrouvent avec des pouvoirs magiques. C'est en gros une dystopie décrite d'une manière absolument réaliste et prenante. Je dirais que la première moitié du tome 2, on est vraiment dedans et c'est un peu un feeling Margaret Atwood, La Savante Écarlate. Une dystopie dont on n'arrive pas à s'extirper, on est coincé dedans, on l'a subi. Et au bout d'un moment, vraiment la moitié du bouquin, je dirais, on commence à voir que ça décolle. Il commence à y avoir de l'action, il commence à y avoir de la révolte, il commence à y avoir des trucs qui se passent. Donc il y a beaucoup de choses difficiles à voir, il y a beaucoup de choses dramatiques, de blessures, de sang, de pertes, et des personnages qui tournent pas forcément si bien qu'on l'aurait espéré. Mais ça reste que c'est génial, que c'est extrêmement bien écrit. Je ne peux que recommander en fait. Donc toute la trilogie, je la recommande. Les mobiliser, les effacer, les éveiller. Donc la trilogie absolue de Margot Dessen aux éditions Castelmore. Moi, je les ai lus en e-book. Ensuite, on a Aurora Squad. Aurora Squad, c'est un roman que j'ai acheté avec son tome 2, qui est là, que je suis en train de lire actuellement, mais j'ai lu des trucs entre. Et le tome 1, il est là, il est un peu plus épais même que le tome 2. J'ai acheté le tome 3 parce que je savais que j'allais vouloir le finir, donc c'est pour vous dire. J'ai lu le tome 1 et j'ai acheté le tome 3 avant de commencer le tome 2. J'ai commandé pour l'avoir dans le même format, parce que c'était trop bien et que je me disais que même si au niveau scénar, ça commence un peu à partir en sucette, ça reste que c'est extrêmement bien écrit. C'est de Jay Christophe et de Amy Kaufman, et c'est aux éditions Casterman. Et en fait, c'est juste génial. En plus, le livre est super agréable. Comme dit Nina Quill, il est très floppy. Donc, surtout celui-ci qui est plus petit. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il est, il est très agréable à lire. J'en suis un petit peu plus de la moitié, comme vous avez vu. Bébé, maman, maman, maman. Enfin bref, c'est du space opéra avec donc l'histoire d'un escadron. Enfin, c'est pas un escadron au départ, c'est juste un personnage qui va terminer ses études, on va dire, entre guillemets, dans une académie pour être dans un escadron. Et lui, il est parti pour être un alpha, c'est-à-dire un chef d'escadron. Il sait déjà que ses résultats sont incroyables et tout, et comme il fait partie des meilleurs alphas, il va pouvoir choisir ses éléments. Sauf que la nuit qui précède, il n'arrive pas à dormir, il fait un petit tour dans l'espace, et pour résumer, il tombe sur le vaisseau. C'est en gros le Titanic du futur. C'est un vaisseau qui transportait des colons et qui les emmenait sur un système. C'était une colonie avec des scientifiques et tout. Ces colons ont tous disparu puisque ce vaisseau n'a jamais été retrouvé. Et il errait pendant 200 ans dans l'espace jusqu'à ce que Tyler, le héros du début, trouve ce vaisseau, le Hatfield, et trouve au niveau des cryocapsules une personne encore vivante. Cette personne-là. Il va arriver à la sauver, mais il va arriver en retard à l'affectation et il va pas pouvoir choisir les éléments de son escadron. Donc il va se retrouver avec les derniers des derniers que personne n'a voulu. Vous voyez un petit peu le cours de sport où il faut créer des teams et vous vous retrouvez à devoir choisir les derniers parce que vous étiez pas prioritaire. C'est exactement ça. Il se retrouve avec les derniers éléments, mais il a quand même sa sœur jumelle qui est donc une négociatrice hors pair, et il a aussi sa meilleure amie. Elle voulait être avec Tyler, puis en plus c'est son amie d'enfance et tout. Donc il a une pilote aussi extraordinaire, la meilleure pilote probablement de l'académie. Et à côté de ça, par contre, il va se récolter des personnages d'espèces extraterrestres diverses et variées. Tout ça pour avoir sauvé cette fille. Cette fille qui se réveille 200 ans plus tard, donc elle a plus de parents, elle a plus personne. Et elle va se rendre compte très vite que la colonie sur laquelle elle était censée s'installer, c'est pas celle dont on parle réellement. Elle entend un autre nom pour cette colonie et elle va découvrir qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché et elle va... Oui. Et elle va bientôt comprendre que on veut la faire taire et qu'on veut la récupérer et qu'on veut l'emmener, et elle va devoir s'enfuir. Et quoi de mieux que de se cacher dans le vaisseau de l'escadron de Tyler. Donc ils vont se retrouver à faire équipe entre guillemets. Elle va se retrouver un petit peu à faire partie de l'escadron, on va dire. On a des changements de point de vue de tous les membres de l'escadron et de Aurora, donc cette jeune fille. Et c'est génial en fait, c'est très humoristique, c'est très décalé. Il y a beaucoup d'action, c'est très dynamique et moi j'adore ça. Désolée pour le bruit. C'est mon bébé qui est très contente. Je sais pas pourquoi. Elle a décidé qu'elle parlait. Bref. Mais oui.
Je n'ai pas fini le tome 2, je n'ai pas encore lu le tome 3, mais je recommande fortement parce que c'est trop bien écrit, c'est super humoristique, ça détend à fond, et à la fois, il y a de l'action, on a envie de connaître la suite, il y a des révélations de fou, c'est super bien fichu, quoi. Donc, je suis là en train d'encenser le truc, peut-être au-delà du nécessaire, parce que je tombe tellement rarement sur des bons romans, bien écrits et agréables à lire au niveau de l'histoire, que quand je tombe sur un truc comme ça, allez-y à 1000%, c'est super. Je me souviens que j'avais mis du temps à décider de l'acheter, et au final, je l'ai trouvé à Montreuil. En fait, justement, j'avais décidé de pas le prendre, parce que j'avais vu des commentaires un peu... j'avais vu un peu de tout. Et donc, j'étais pas sûre. Dès qu'il y a un commentaire négatif, j'hésite énormément pour lire un livre, parce que comme je suis très exigeante, je me dis, oh, mais si cette personne n'a pas aimé, il y a de grandes chances que moi non plus. Du coup, je l'avais pas pris, et au final, je suis passée au salon du livre de Montreuil l'année d'avant. C'était même pas en 2024, hein, c'était 2023. Et au final, j'ai gardé ça dans ma bibliothèque pendant un petit moment, avant de finir par les lire là, récemment, parce que c'est vraiment très récent. Ensuite, j'ai lu, on approche de la fin, j'ai lu Viens, on s'aime, et ça, je l'ai lu sur ma nouvelle liseuse, qui est une liseuse Books Palma 2. J'utilise Nextory ici, et donc je lis là-dessus. C'est un format smartphone, mais c'est pas un smartphone, hein. Il n'y a pas de carte SIM, mais c'est génial parce que c'est un système Android. Donc en fait, on peut mettre toutes les applis qu'on veut. Ça m'embête parce que d'ailleurs, l'application Vivio Stories, j'aurais pu l'utiliser sur ce genre d'appareil. Et si j'avais su que ça existait avant, j'aurais pu en profiter un peu. Mais malheureusement, cette application ne va plus exister. Au moins, je vais pouvoir... Désolée, c'est bébé qui touche à la caméra. Au moins, je vais pouvoir donc continuer à lire sur Nextory, même si honnêtement, j'ai du mal à trouver des bons trucs sur Nextory. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auto-édition au final, et j'ai rien contre l'auto-édition, c'est juste que c'est des gens qui peuvent avoir choisi de ne pas passer par un certain nombre d'étapes pour que leur texte soit de qualité, que ce soit la correction ou le travail du scénario, etc. Donc on n'a pas forcément quelque chose qui a été travaillé par toute une équipe et qui est gage de qualité, quoi. Donc moi, si je trouvais de l'auto-édition qui est bien fichue, j'ai aucun problème avec ça. Mais du coup, j'avoue que je suis réfractaire un petit peu. Par contre, du coup, j'ai mis l'application Wattpad et j'aimerais bien me lancer dans des textes Wattpad. J'aimerais bien vous faire en fait des points lecture Wattpad si je tombe sur des textes qui sont suffisamment bons. Déjà, j'étais tombée sur des textes plutôt sympas sur Néovel, mais maintenant Néovel n'existe plus, hein. Et j'ai trouvé la même autrice d'un texte que je lisais, mais qui n'était pas sorti au complet, donc j'ai fini par abandonner parce que ça sortait trop lentement. Mais maintenant, le texte, il est entier et il est sur Fixia. Ça s'appelle L'éveil du technomage, pour information. Et j'aimais bien ce texte. J'ai envoyé des commentaires sur le texte pour corriger les quelques coquilles que je trouvais. Et l'autrice était vachement contente que je fasse ça. J'avoue, j'ai du mal à m'empêcher de faire ça. Donc, quand il y a des personnes qui veulent pas avoir de correction et quand c'est trop bourré de fautes, je préfère pas lire parce que ça me fait trop mal. Mais j'ai tendance à proposer les corrections aussi. Mais voilà, j'aimerais bien faire un point lecture sur mes lectures Wattpad. Si je trouve des trucs qui sont vraiment bien, même s'il y a un certain nombre de coquilles ou quoi, si l'histoire est bien et que je suis vraiment happée par l'histoire et que l'univers vaut le coup et tout, comme l'éveil du technomage par exemple, bah franchement, j'aimerais bien, enfin ça me permettrait aussi du coup de lire plus sur cette liseuse-là, qui est beaucoup plus agréable à utiliser qu'un bouquin le soir quand il n'y a plus de lumière, etc. Tout ça pour dire que j'ai lu Viens, on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo et compagnie. C'est une romance contemporaine qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un pompier dans un ascenseur au moment où cet ascenseur est bloqué. Elle fait une espèce de petite crise d'angoisse. Je crois qu'elle est claustrophobe. Elle se rend compte qu'il est vachement sympa, qu'il est beau gosse et tout. Elle comprend qu'il est casé. Elle se dit, ok, c'est hors limite pour moi, mais par contre, ça pourrait être mon pote. Des années plus tard, du coup, on comprend que, ok, ils sont devenus meilleurs potes. Ils sont même en colocation ensemble parce que cette autre fille avec laquelle il était l'a quitté. Il est en plein chagrin d'amour et au final, il a emménagé avec elle et sa copine. Ils sont 3. C'est une romance Friends to Lovers. Le pompier et l'héroïne vont se rapprocher. Ce qui m'embête, c'est qu'on a beaucoup de flashbacks, de moments où leur amitié a grandi, ou alors où ils se sont rapprochés et où ils ont failli craquer l'un pour l'autre, alors que soit il était encore avec sa copine, soit pas forcément, mais en gros, ils se mettent pas mal de bâtons dans les roues pour se mettre ensemble parce que lui, il est censé vouloir récupérer sa copine et elle, c'est en mode mais non, c'est mon pote, alors que depuis le début, elle avait eu de l'intérêt pour lui, mais elle avait fait une croix dessus. Sauf que ils sont vraiment potes du genre, elle s'assoit sur ses genoux, ils sont tout le temps super tactiles l'un avec l'autre, etc. Je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'en dire de trop. La romance était sympa, j'ai trouvé que c'était peut-être un tout petit peu inexpérimenté, peut-être un peu cliché, les choix de personnalité des différents personnages étaient parfois un peu perchés. La quatrième de couve, elle dit que elle démarre une idylle avec quelqu'un. Donc en fait, elle a rencontré un garçon qu'elle aime bien et elle a peur
qu'il soit pas à l'aise avec le fait qu'elle est vierge. Et donc elle décide de demander à son meilleur pote d'être son premier pour que comme ça elle soit plus vierge au moment où elle se retrouve avec son copain. Et j'ai trouvé ça très très bizarre. Dans la 4e de couve, on dit quand même, elle démarre une idylle et du coup elle demande à son meilleur pote d'être son premier. Ça avait pas trop de sens, quoi. Ça se justifie vite fait par le fait que à un moment donné son copain se rapproche d'elle, ils en viennent un peu à se toucher, etc. Elle l'arrête et lui fait « Oh mon Dieu, t'es pas vierge, j'espère ». Et du coup elle lui dit non non, et il fait ah ouf, je sais pas si j'aurais pu supporter une telle responsabilité ou quoi. Du coup elle s'était dit oh mon Dieu, je peux pas être vierge pour ma première fois avec lui et tout. Bon bref, ça justifie vaguement, mais globalement voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une romance Friends to Lovers avec cette idée que elle va d'abord demander à son pote d'être son premier pour pas être mal à l'aise avec son nouveau copain. Ensuite j'ai lu Un destin de rage et de flamme, Fate and Flame, tome 1. Et c'est de K.A. Tucker aux éditions Harlequin. C'est une romantasy. Et la seule chose que j'ai à reprocher à ce roman, en dehors peut-être de quelques virgules manquantes encore une fois, c'est que le titre, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont tous besoin de nommer leur bouquin comme ça, un machin de trucs et de bidules à la Cotard. Je comprends pas. Parce que moi, derrière ce bouquin-là, pour l'instant, j'arrive à retenir que ça s'appelle Un destin de rage et de flamme, et encore, je me souvenais qu'il y avait de rage et de flamme, mais le destin, bref, un jour, je vais oublier ce titre. Et je vais l'oublier non pas parce que j'ai pas de mémoire, même si c'est vrai que j'ai pas de mémoire, mais je vais l'oublier parce qu'ils se ressemblent tous. Il y en a pas un qui raconte la même chose. Je veux dire, vous avez tous un univers différent. Quand vous écrivez un bouquin, vous avez un univers différent. Vous avez des enjeux différents. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent tous comme ça? Je ne sais pas. Je suis un peu surprise que juste parce que un auteur ou une autrice a écrit quelques bouquins avec ce modèle de titre, tout le monde s'est mis derrière à prendre ce modèle de titre. Je vais arrêter de critiquer le titre. Je veux pas que vous reteniez que ce bouquin est nul parce que le titre est nul, mais plus que le bouquin est génial et qu'il faut que vous le lisiez, d'accord? C'était pas corrélé, voilà. Un destin de rage et de flamme. Sa 4e de couverture est un peu particulière. Elle vous parle du fait que, en fait, c'est une voleuse à New York. Elle vole des trucs pour un mec qui est très dangereux et qui a plein de gars partout. Il a un peu la main mise sur elle. Elle peut pas s'enfuir. Donc elle est obligée de voler pour lui. Elle est très douée pour voler. Elle est réincarnée en un futur roi qui s'appelle Xander. C'est la princesse d'un autre pays en fait qui est censée l'épouser. Sauf que cet homme la déteste. Pourquoi? Parce qu'elle débarque au moment où la personne qui habitait son corps avant, la princesse Romeria, elle s'appelle Romeria aussi à New York et tout, mais bref, les deux s'appellent pareil. Donc elle débarque dans ce corps, mais cette princesse, elle vient juste de tuer les parents du roi Xander, du prince Xander plutôt. Mais du coup, il devient roi, puisque ses parents sont morts. Elle va, du coup, devoir survivre. Elle commence par être condamnée à mort. Hein. Enfin, en fait, globalement, c'est ça. Hein. Elle arrive là, et puis boum, elle est condamnée à mort parce que elle a tué les parents du prince. C'est un Enemies to Lovers. Évidemment, on a ces fameux clichés de la princesse qui vient d'un milieu modeste, parce qu'on parle quand même d'une voleuse à New York qui volait pour pouvoir payer son petit appartement, sachant qu'elle avait été à la rue auparavant. Elle sait ce que c'est que la pauvreté et la misère. Et là, encore une fois, elle arrive dans un monde et elle se retrouve réincarnée dans une princesse. Donc on a encore le même phénomène. Sauf que, au niveau de l'intrigue, c'est vraiment prenant. L'univers est assez complexe. C'est pas lent, c'est pas... Elle est pas du tout au courant que la magie existe. Et évidemment, elle a été envoyée dans ce monde par la magie et elle comprend rien à rien. Donc en fait, elle est un peu paumée. Donc elle va découvrir en même temps que nous, enfin, la manière dont l'univers fonctionne et dont la magie fonctionne et qui sont les gens autour d'elle, etc. La seule chose dont je disais qui est un peu cliché, c'est le petit côté, du coup, elle sait ce que c'est que la misère. Et le roi, lui, bah c'est un roi. Il a une partie de son peuple qui est vraiment dans la misère, justement. Et donc elle est tout de suite de leur côté, bien sûr. Et elle veut les aider et on voit bien qu'elle est sincère. Sa personnalité change du tout au tout en fait en passant de la princesse qu'elle était à cette personne qui proclame qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je suis désolée si je sais pas résumer les bouquins. Celui-là, je l'ai lu il y a pas si longtemps. Quand vous lisez le prologue, ça n'a mais rien à voir. C'est un autre univers, un autre monde. On est dans le monde réel. Il se passe des trucs d'une autre époque et qui n'ont pas de rapport avec le résumé. Et on se dit mais what? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, l'écriture est tellement bien fichue que j'ai lu le prologue comme ça d'une traite et à la fin du prologue, j'étais en mode mais attends, c'est le bon résumé que j'ai lu là l'autre jour parce que
c'est pas la même chose du tout, c'est pas la même histoire. Mais en fait, après on comprend parce que le prologue, c'était une espèce de, pas de flashback, mais enfin si, c'est un flashback d'un personnage qui va contribuer à envoyer Romeria dans cet autre monde. Mais en fait, tout est prenant, que ce soit, d'habitude en fait, quand c'est un roman qui démarre aussi lentement, avec un flashback d'une époque historique ancienne, puis de nos jours, puis ensuite un autre monde, on a quand même là 3 univers différents, 3 contextes différents, et pourtant, ça passe crème, quoi. Vraiment, ça se lit très très bien. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que je recommande de lire ce roman. C'est une série de 4 romans. Je crois que j'ai acheté le tome 2, je sais plus. Oui, non. Si, je crois qu'en fait j'ai acheté les 2 tomes d'un coup parce qu'ils étaient en promo. Donc profitez-en si c'est encore en promo sur... moi je sais que sur Cultura c'était en promo, mais peut-être que ça l'est plus parce que ça fait un moment maintenant. Voilà, je l'ai lu fin février. Voilà. Donc je vais lire le 2 dans quelques temps. Il y a 4 tomes, le 4e n'est pas encore traduit. C'est tout pour cette vidéo. J'aimerais juste vous informer d'une chose qui n'a rien à voir. J'ai commencé à publier mon dernier roman entièrement écrit, hein. C'était l'année dernière du coup parce que entre-temps j'ai eu des bêta lecteurs et tout. C'est la réécriture du roman que j'ai écrit quand j'avais 16 ans et que j'ai complètement revu. Là, il y a un chapitre en ligne, non 2, parce que du coup, ils vont sortir à 16h tous les jours. D'ici le 6 avril, on aura tout le roman de disponible et vous pourrez le lire en entier si ça vous intéresse, mais vous pouvez commencer dès maintenant et me dire ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas, c'est très pratique pour moi, très utile d'avoir des retours. J'en ai très peu, donc si je peux avoir le moindre avis, je suis preneuse. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va pas être trop long. Le montage va être incroyable. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!